Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'information Ailleurs dans le monde. La Guinée-Bissau vote ce dimanche 24 novembre pour élire son président. Le pays traverse une nouvelle crise politique depuis le limogeage du gouvernement d'Aristide Gomes par le président sortant José Mario Vaz. Quels sont les enjeux de ce scrutin qui enregistre la participation de 12 candidats? Nous ferons le point de la situation avec notre correspondant, M. Malmo Dos Reis, membre du réseau Africtiviste. Sur le plateau, en studio, je reçois le politologue Dr William Agbonon et Valentin Bougueng, directeur du magazine Émergence économique. Messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Alors nous sommes à la veille de l'élection présidentielle en Guinée-Bissau, sous fond de tensions politiques. Nous y reviendrons plus en détail juste après les explications d'Eli Loussouko. La campagne pour l'élection présidentielle du 24 novembre débute en Guinée-Bissau dans un contexte de rapport de force entre le président sortant José Mario Vaz, candidat à sa succession, et son gouvernement qu'il a limogé contre l'avis de la communauté internationale. En tournée dans l'est du pays, le président sortant a maintenu le limogeage de son gouvernement quelques instants après une déclaration de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'enjoignant de rapporter la mesure. C'est un manque de respect, un manque de dignité que moi, en tant que président de la République, sors un décret et que quelqu'un ose me dire que c'est un faux décret, justifiant ainsi que mon mandat est terminé. Nous verrons qui est véritablement le président de la République. Les tensions s'accentuent dans le pays alors que ce dimanche, 12 candidats dont le président sortant doivent s'affronter dans les urnes. Le vainqueur du scrutin héritera d'une situation socio-économique catastrophique. La corruption généralisée, les salaires des fonctionnaires régulièrement impayés, un taux d'inflation à 2% en 2018 et un taux de chômage estimé à 4,10% en 2018 dans un pays de plus d'1 500 000 habitants. Ce contexte délétère facilite le travail des bandits et trafiquants de drogue qui ont fait de la Guinée-Bissau la plaque tournante du trafic de cocaïne en Afrique de l'Ouest. Le 7 septembre dernier, la police bissau-guinéenne a brûlé près de 2 tonnes de cocaïne provenant de Colombie, la plus importante prise de l'histoire du pays. Comme tous les autres États, malheureusement, on est touché par ce phénomène. Ils s'en profitent, disons, de la position géostratégique de la Guinée-Bissau pour essayer de mener ce genre d'affaires et un peu de faiblesse de certaines institutions. Ce dimanche, les yeux de la communauté internationale seront braqués sur la Guinée-Bissau. Ce pays, parmi les plus pauvres du monde selon le FMI, prend un tournant décisif de son histoire en organisant l'élection présidentielle. La Guinée-Bissau, depuis la colonisation, a connu 6 tentatives de renversement des pouvoirs en place par la violence. Aucun chef d'État n'est allé jusqu'au bout de son mandat. Qu'est-ce qui explique cette instabilité chronique? Valentin Bougueng. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cette situation conflictuelle qui perdure depuis, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, la colonisation portugaise, qui a été, il faut le souligner aussi, l'une des colonisations les plus dures sur le continent, en laissant en place un pays pratiquement exsangue, amputé de pas mal de ses ressources, parce que c'était aussi ça le but de la colonisation. Donc lorsque le pays accède à l'indépendance en 1974, c'est déjà le fruit d'une histoire violente qui est une histoire coloniale qui a été marquée notamment par l'assassinat de celui qui a guidé le processus de libération du pays. Je veux parler de M. Amilcar Cabral, qui a été froidement assassiné avant que l'indépendance ne soit proclamée quelques mois plus tard. Donc il y a une histoire coloniale très conflictuelle, très violente dont hérite le pays. Associé à cela, il y a également le fait que les choix de gouvernance des régimes qui se sont succédés par la suite n'ont pas été forcément de bons choix en matière de gouvernance démocratique et économique. Et l'un dans l'autre, vu également la situation géostratégique particulière dont parlait le reportage tout à l'heure, eh bien, cette situation déjà exposait le pays à un certain nombre de vices, comme le développement d'une économie parallèle, d'une économie criminelle qui s'assoit, qui puise ses racines et qui s'enrichit justement de la déliquescence des institutions et de l'absence d'état de droit. Oui, je pense que la dimension historique est fondamentale dans la compréhension de ce qui se joue en Guinée-Bissau, parce que, comme vous le savez, la plupart des États africains qui ont connu le même parcours
la même trajectoire que la Guinée-Bissau, ont eu les mêmes instabilités politiques. C'est-à-dire, c'est des pays qui ont eu leur indépendance grâce à des groupes armés qui se sont formés pour pouvoir conquérir cette indépendance. Du coup, après les indépendances, il s'est présenté pour chacun de ces pays, d'ailleurs sans exception, deux situations. Soit il y avait un affrontement entre les divers groupes qui qui ont à un moment donné ont noué des relations stratégiques pour pouvoir chasser la puissance coloniale, comme on a eu le cas en Ouganda, et ces groupes se sont affrontés par la suite. Ou alors, c'est un seul groupe armé, comme le cas de la Guinée-Bissau, qui a pu céder à l'indépendance. Et au sein de ce groupe, on se rend compte qu'il y a toujours une forme d'instabilité liée aux rivalités entre les différents acteurs, les différents leaders politiques. Donc, ce qui se passe en Guinée-Bissau, peut-être que ça a perdu un peu plus que dans les autres pays, mais ça a été la plupart... ça a été le quotidien ou l'histoire de tous les pays africains qui ont eu la même trajectoire historique. En 2014, l'élection de José Mario Vaz a été marquée par un retour progressif à la légalité constitutionnelle. Mais visiblement, ça n'a pas mis fin à l'instabilité. Comment justifier cela? Bon, on peut le justifier de deux façons. Il y a d'abord une façon normale de le justifier, c'est-à-dire comme ça se passe dans la plupart des États, pas seulement africains. Il y a des questions de gouvernance, de positionnement des forces politiques en présence. Il y a la dynamique politique endogène qui est faite de ceci. Il y a d'un côté un parti historique, le PAICG, le Parti africain pour l'indépendance de Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Et il y a eu des excroissances, il y a eu des personnes qui sont parties de ce parti à cause de conflits internes, de conflits de positionnement personnel comme de positionnement idéologique aussi. Comme vous le savez, c'était un parti à la base d'essence, d'obédience marxiste. Et par la suite, avec le développement donc, du monde d'aujourd'hui, qui n'est plus entre deux blocs et autres, on assiste à des revirements à l'intérieur de certains partis, de plusieurs partis d'ailleurs. Et donc, il y a cette partie, cette dimension repositionnement, dynamisme politique qui fait que le PAICG n'est plus aussi cohérent. Je veux dire, n'a plus une cohérence d'ensemble de ses militants. Il y en a qui vont créer d'autres partis, donc du coup, la compétition se crée. Bon, donc, il y a cet aspect qui est dans l'évolution normale des choses. Puis, il y a l'autre aspect qui est, comme je le soulignais tout à l'heure, une bonne partie de l'économie qui est une économie criminelle. C'est-à-dire, pas forcément parce que le gouvernement le veut, parce qu'il faut aussi mettre quand même au crédit de l'actuel président Mario Vaz le fait qu'il ait eu un programme qui consiste notamment à redéployer l'État, à faire en sorte que cette économie, d'enrayer cette économie criminelle qui est notamment gérée par le trafic de drogue, de la cocaïne en provenance des États d'Amérique latine, dont le pays est une zone de transit vers d'autres pays de l'Union européenne. Dans cette dimension de la criminalisation de la vie politique, puisque évidemment là où circule la drogue, le trafic de drogue et autres, vous savez, ça se nourrit également de plusieurs forces politiques et autres, et même sécuritaires, qui sont tentés justement par l'argent noir, l'argent facile. Donc tout ceci crée un cocktail qui fait en sorte que tant que l'État bissau-guinéen n'a pas les moyens véritablement d'avoir une emprise sérieuse, d'avoir un contrôle sérieux de tout son territoire, comme je disais tout à l'heure, il y a cette dimension géostratégique avec une partie continentale et un archipel composé de près de 90 îles, dont le pays manifestement n'a pas les moyens d'assurer le contrôle, de garantir ni la liberté de circulation, ni la protection de ceux qui y sont. Donc, il y a toute cette dimension qu'il faut prendre en compte et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est toujours un peu explosif en Guinée-Bissau, malgré le fait qu'il y a eu quand même un retour progressif à la normale après l'élection présidentielle de 2014. Vous avez évoqué deux éléments, mais il y en a peut-être un qui me semble majeur. L'instabilité politique souvent découle de l'interprétation des constitutions. Et en l'occurrence, en Guinée-Bissau, on a la présidence et le corps législatif qui s'affrontent régulièrement. Doit-on envisager une réforme constitutionnelle, de modifier la loi fondamentale? Sans doute, mais là n'est pas le problème. Je ne pense pas qu'il existe de constitution conflictogène ou chrysogène. Le problème, c'est toujours la faute aux acteurs politiques. Mais il faut peut-être revenir un peu sur ce que disait tout à l'heure Valentin pour dire qu'en fait,
l'élection ne fait pas la démocratie. Ce n'est pas parce qu'il y a eu élection qu'il y a nécessairement démocratie. C'est vrai qu'en 2014, il y a eu une élection qui a amené quelqu'un au pouvoir, ce qui n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que la Guinée-Bissau connaissait des échéances électorales. Mais le problème, c'est la consolidation de ces processus démocratiques qui naissent à partir des élections. Et généralement, ce qu'on observe, c'est qu'on a souvent tendance à penser que dès qu'il y a eu l'élection, qu'on était engagé dans un processus irréversible. Or, les processus démocratiques ne sont toujours réversibles si les acteurs ne sont pas suffisamment responsables pour changer la dynamique des choses. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des choix, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il y a des choix constitutionnels qui peuvent paraître un peu problématiques. Parce que dans un pays comme la Guinée-Bissau, lorsque vous mettez en place un régime semi-présidentiel, comme c'est le cas, c'est-à-dire avec un président élu au suffrage universel direct, donc il y a une forte légitimité, et en même temps, vous avez un Premier ministre responsable devant le Parlement, donc issu du parti majoritaire à l'Assemblée nationale. Tout est là pour créer tout au moins une boîte de Pandore. Et je crois que c'est ce qui se passe lorsqu'on voit les conflits, lorsqu'on voit la tournure que prennent les événements. Tout se joue au sein d'un même parti politique, parce que c'est ça peut-être qui fait la spécificité de cette crise. Elle se joue au sein d'un même parti politique qui a amené les différents acteurs au pouvoir. C'est vrai que derrière, il y a beaucoup de conflits de leadership qu'il faut peut-être interroger, mais je pense que la question nous renvoie carrément à peut-être comment est-ce que les processus, ou du moins les processus démocratiques sont consolidés, et surtout quand ça se passe avec l'assistance fortement visible de la communauté internationale, comme c'est le cas en Guinée-Bissau, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle que jouent les acteurs, essentiellement ceux de la sous-région, qui s'impliquent à un niveau où on peut se demander s'ils sont des acteurs neutres ou impartiaux. Il y a cette dimension d'évolution normale, politique normale dans un État, c'est-à-dire que vous avez un parti qui a été un parti unique pendant plusieurs années. Suite à un coup d'État, ce parti s'est disloqué. Il y a des membres de ce parti qui sont allés créer d'autres partis. Ça se voit un peu partout. Donc il y a cette dimension qu'il ne faut pas... C'est dans l'ordre normal, on va dire, des choses. Mais les législatives en mars se sont très bien passées. Oui, comme disait mon ami Ablonon tout à l'heure, mais écoutez, l'élection à elle seule ne suffit pas pour faire... On a vu des régimes, pas seulement celui-là, on a vu des régimes élus par moment à 80% et autres des suffrages qui tombent par la suite 6 mois ou 1 an plus tard. Ce n'est pas spécifique, je veux dire, à la Guinée-Bissau. Ce qui est spécifique, par contre, par rapport à ce pays, c'est cette dimension qu'on occulte dans la dimension criminelle, l'économie criminelle. On a tendance à sous-estimer cette partie, alors que c'est un pays géostratégique phare pour l'Afrique de l'Ouest. Quand on en parle, on a l'impression que c'est lointain. Mais pourtant, c'est une tête de pont du trafic de drogue sur le continent. Or, quand vous savez que ce trafic de drogue pervertit partout où il se développe, le développement normal des pays, entraîne la corruption, exacerbe les conflits, s'ingère dans le jeu politique pour le criminaliser, c'est un cocktail qui, forcément, par la suite, détonne. Vous voyez, il y a cette dimension. Et puis, il y a l'autre dimension qu'il soulignait tout à l'heure, qui est la dimension des interventions extérieures. Aujourd'hui, vous avez une force de l'ECOMIB qui est sur place, qui a été mise en place par la CEDEAO, dont il faut bien se rendre compte que la majorité des composants de cette force, c'est le Sénégal et le Nigeria. Vous savez, et c'est pour ça que ces forces-là, le Sénégal et le Nigeria, dans le contexte Guinée-Bissau, n'ont pas été toujours des forces neutres. Il y a eu plein de conflits. Vous savez que c'est un pays un peu... Vous avez le Sénégal d'un côté avec la Casamance, avec les conflits qui sont en Casamance. Vous avez également la Guinée en dessous qui a été à un moment instable. Donc tout ceci crée une situation délétère qui fait en sorte que la communauté de l'Afrique de l'Ouest devrait se soucier davantage de faire en sorte que ce trafic cesse, parce que ce trafic de cocaïne, c'est celui qui nourrit les djihadistes. Vous savez que les djihadistes prélèvent des droits de passage dans le Sahel par rapport à ces cargaisons qui passent pour aller vers l'Europe. Alors on va poursuivre le débat juste après avoir pris notre correspondant en liaison qui se trouve à Bissau.
Bonjour Malmo Reis. Alors, au vu des événements récents, est-ce que l'on note déjà un climat de tension qui pourrait entraîner éventuellement des risques? Le climat est très paisible. Il n'y a pas un grand engouement ou de tiraillement dans la population ou des éventuels risques dans la population. Jusque dernièrement, il y a eu quelques lanceurs d'alerte qui ont parlé d'une possibilité de fraude qui pourrait amener à de possibles tensions post-électorales. Mais sinon, à part ça, tout se passe dans le calme au sein de la population. Comment la population a accueilli la candidature du président sortant? À vrai dire, la population s'attendait déjà à la candidature de 2 personnes au moins, de José Mario Vaz, le président sortant, et Domingos Simões Pereira, qui est le président du parti pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAGC. La population a pris avec, comment dirais-je, ils n'ont pas été surpris par la candidature de José Mario Vaz ni de Domingos Simões Pereira. Mais quand même, il y a eu un petit suspense qui a été mis par le président de la République avant d'annoncer sa candidature. Et cela a laissé la population dans le doute à un moment, mais jusqu'au je pense qu'il fut le dernier à annoncer qu'il allait se représenter. Alors, peut-on s'attendre à la victoire d'un candidat autre que les plus connus? Carrément impossible. Pourquoi? Parce que dans la classe, dans la population en ce moment, tout le monde s'est radicalisé, tout le monde est focus sur ce qu'il veut, sur ses intentions de vote. C'est la première fois en Guinée-Bissau où nous avons les gens qui divulguent carrément leurs intentions de vote via des lives sur Facebook ou via des messages sur Facebook, des hashtags, des appels au vote. C'est la première fois que c'est arrivé en Guinée-Bissau. Et pour cela, je me dis que les 5, que je n'ai pas eu à les appeler, il y a 5 candidats prédominants et c'est les noms connus. Et nous ne pensons pas avoir un victorieux des autres candidats qui ne sont pas dans les 5 prioritaires qui regroupent José Mario Vaz, le président sortant, Domingos Simões Pereira, qui est supporté par le PSGC, Carlos Gomes Jr., Nuno Nambiang et Umaru Sissoko Embalo. Ces 5 sont au top et ont leur électorat déjà bien fait. Nous ne pouvons pas s'attendre à ce que un 6e candidat soit élu en dehors des 5. À la veille de cette élection, que peut-on dire des aspirations des populations? La population s'attend à ce qu'ils puissent déjà faire le bon choix. Et l'aspiration que nous avons, nous tous, parce que quand vous dites la population, moi je vais donner mon point de vue, c'est que nous puissions avoir un président qui puisse inciter au dialogue national, parce que la population est vraiment divisée à cause de ces 5 ans de crise. Si nous ne pouvons pas, si le prochain président ne parvient pas à apporter cette unité déjà dans la classe politique avant de descendre vers la population, nous ne pensons pas que nous, après les élections, nous aurons 5 années encore de stabilité. Nous serons plutôt en 5 années encore de combat ou d'affirmation de la part de différents de notre classe politique qui va se répercuter automatiquement sur la population. Pour cela, je pense, moi, Malmo Reis, que nous attendons à un président pacificateur, un président qui veut la paix, un président qui a la capacité de travailler avec toute la classe politique et de mettre son orgueil de côté, de pouvoir apporter cette unité nationale dont nous avons besoin et tout au long de ces 5 années qui vont suivre. Merci. Alors cette élection préoccupe la communauté internationale et sous-régionale aussi avec la CEDEAO. On en parlait juste avant. Doit-on craindre une intervention de la CEDEAO qui a brandi des menaces
ces dernières semaines? Bon, la CEDEAO brandit des menaces, intervient, mais ça n'a pas changé fondamentalement le sort de ce pays. Donc, il faut aussi revoir, il faut se dire qu'il y a quelque chose à revoir dans la façon de fonctionner également des acteurs externes. C'est-à-dire, est-ce que c'est le bon choix de programmer des sanctions et ça n'a pas abouti. En tout cas, Mario Vaz parle d'ingérence. Oui, d'ingérence. Je vous disais tout à l'heure, la composition de cette force qui est à majorité Sénégal et Nigeria, qui ont des histoires particulières avec ce pays, qui ne sont pas toujours des histoires très calmes. Donc il y a déjà le fait que cette force est vue aujourd'hui, en tout cas comme une force d'occupation par une bonne partie de la population. Et le président Vaz a tout loisir pour dire, écoutez, je suis le garant de la souveraineté de ce pays, étant donné que l'un des gros problèmes de la Guinée-Bissau a toujours été l'absence de souveraineté de ce pays et sur son territoire et sur ses ressources naturelles qui ont toujours été exploitées par d'autres. Est-ce qu'on doit craindre un scénario à la gambienne? On se souvient tous du sort de Yaya Jammeh. À la gambienne, ce serait déjà très optimiste. Je pense que ce qui, contrairement à votre correspondant tout à l'heure, c'est vrai que les élections présidentielles, surtout en Afrique, sont toujours des moments de fête. C'est très rare de voir des périodes de campagne électorale violentes. C'est très, très rare. C'est justement après les élections que tout se complique. Parce que c'est le contentieux électoral qui commence à poser problème. Les crises post-électorales. C'est surtout après les élections que ça commence. Même si les ingrédients existent déjà avant les élections, pendant les élections, on a toujours l'impression que c'est la fête. Donc ça commence après les élections. C'est pourquoi je ne suis pas très optimiste, aussi optimiste que lui. Alors, un scénario à la gambienne, je pense que ce serait pas mal, mais on en est encore très loin. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que nous avons deux individus qui appartiennent au même parti politique. Et normalement, l'ancien Premier ministre était censé être candidat en 2014. Et le parti, par des manigances politiciennes, que je trouve normales d'ailleurs, a pu positionner un autre à sa place. Donc, il s'est contenté d'un poste de Premier ministre. Et il se voit limogé un peu plus d'un an, juste après ces élections, il est limogé par celui qui lui a usurpé sa place. Donc, aujourd'hui, il est en position d'être candidat, poussé à la candidature par ce parti politique qui a exclu l'actuel président. Donc, en fait, pour tout dire, c'est juste un conflit entre deux personnes. C'est un conflit de leadership entre deux leaders politiques. Et je pense que l'intervention de la CEDEAO me paraît disproportionnée parce que c'est un problème qu'il aurait fallu gérer au sein du parti sans chercher à impliquer les institutions de l'État et en faire une affaire d'État. Mais ils disent craindre une guerre civile. Peut-être un dernier mot sur l'aspect économique, Valentin. Oui, quels sont les défis pour le futur président? Oui. Les défis socio-économiques sont immenses parce que, comme vous le savez, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Et malgré l'étendue de ses richesses, c'est un pays qui a un fort potentiel écologique, notamment. C'est l'un des pays au monde ayant le plus de mangroves et qui est vraiment favorable à un écotourisme haut de gamme, mais malheureusement qui est noyé par cette instabilité devenue chronique. Les défis économiques sont immenses. Déjà, il faut restructurer totalement l'économie. C'est pour cette raison que, quel que soit le vainqueur qui sortira des urnes, il ne pourra pas pacifier ou faire des miracles tant que l'économie reste une économie agraire à 90% de recettes issues dans des exportations de l'anacate ou avec un peu de riz. Un pays ne peut pas véritablement investir dans des infrastructures qu'il faut pour sortir du sous-développement avec des niveaux de recettes aussi bas. Et il y a la population également qui est à 80%, en tout cas entre 70 et 80% selon les institutions sous le seuil de la pauvreté, qu'il faut pouvoir sortir de là. Et là, il faut ce qu'on appelle aujourd'hui changement structurel de l'économie pour qu'elle puisse être en mesure, en tout cas, d'attirer les investisseurs étrangers et de fournir davantage de recettes dont l'État pourrait se servir pour sortir ce pays des ornières. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci de votre contribution. Merci à vous de nous avoir suivis.
On se quitte sur une citation comme chaque semaine. Et cette semaine, c'est celle de James Freeman Clarke. La différence entre le politicien et l'homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection, le second à la prochaine génération. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à samedi prochain.